Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Nanteuil-le-Haudouin. C'est avec ce bourg que se termine la découverte des villages du canton de Nanteuil-le-Haudouin. Nanteuil-le-Haudouin est un bourg de 4300 Nanteuillais et Nanteuillaises et se situe sur le tracé de l'ancienne route royale de Paris à Maubeuge, maintenant la Nationale 2. Le bourg est le départ de la départementale 19 qui va jusqu'à Assian-Mulsien, de la départementale 136 qui va jusqu'à Crépy-en-Valois et est traversé par la départementale 922 qui va de Mareuil-sur-Ourcq à Meulan en Yvelines. Nanteuil-le-Haudouin fut longtemps traversé par la Nationale 2 mais a vu la création d'une déviation inaugurée le 29 septembre 1980. La commune est traversée par la Nonette, petite rivière de 40 km qui prend sa source au fond de Baie à Nanteuil et se jette dans l'Oise à Gouvieux. Le bourg est le chef-lieu de canton qui comprend 46 communes et fait partie avec le canton de Crépy-en-Valois de la communauté de communes du Pays de Valois, la CCPV. Dans cette vidéo, je ne vais que survoler la riche histoire de Nanteuil-le-Haudouin, mais si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille le livre de Ernest Legrand, Histoire de Nanteuil-le-Haudouin, et surtout les livres de l'Association d'Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, plus d'actualité et qui vous en apprendront davantage. Et surtout, n'hésitez pas à parcourir leur site internet et leur Facebook que M. Vincent Bartier, vice-président, que je salue, alimente régulièrement en anecdotes sur Nanteuil et ses environs. Pour commencer, je me dois de vous présenter le blason de Nanteuil-le-Haudouin que je trouve très intéressant et qui est constitué des blasons de plusieurs familles du bourg. Le premier est celui de la famille de Nanteuil-le-Haudouin, les premiers seigneurs du lieu qui s'est éteinte au XIVe siècle. Le deuxième est celui de la famille de Broye, le troisième celui de la famille Schamberg et le dernier celui de la famille de Condé. L'histoire de Nanteuil-le-Haudouin est intimement liée à l'histoire du royaume de France. Au Moyen-Âge, les seigneurs de Crépy et de Nanteuil furent parmi les proches du roi, compagnons de chevauchée ou de croisade, grands serviteurs de la cour, mais aussi de l'église. À la Renaissance, les propriétaires du château furent de grands courtisans, voire des chefs de guerre, et les visites royales furent nombreuses. Il est vrai que la situation de Nanteuil, sur la route de Paris au château royal de Villers-Cotterêts, favorisait les séjours des souverains et de la cour. L'origine du bourg est inconnue, mais on sait, à n'en pas douter, que ce lieu était l'un des plus anciens de la cité d'Emeldes. Son nom est dérivé de la langue celtique, dont le radical Nantes signifie un lieu où il y a des sources et des étangs, et Oilum ou Œil qui signifie la clairière. Ce sont donc des indications certaines de son ancienneté. Dans les écrits des 7e et 8e siècles, Nanteuil portait le nom de Fiscus Nantolialensis. Par la suite, le bourg a eu les noms de Nantolium, Nantolium Ilduinum, Nanteuil-les-Haudouins, Nanteuil, Nanteuil, pour enfin devenir le Nanteuil-le-Haudouin d'aujourd'hui. Malgré que Ernest Legrand, dans son livre dont je me suis servi pour préparer mon texte, propose les origines de Nanteuil au VIe siècle, on sait maintenant, avec les diagnostics archéologiques effectués avant la construction de la ZAC du chemin de Paris, que l'endroit était déjà occupé entre -1400 et -800 avant notre ère. Une ou plusieurs communautés villageoises existaient dès le début du Haut Moyen-Âge. On en possède des preuves pour certaines, tandis que pour d'autres, il ne s'agit que d'hypothèses. Pour Ernest Legrand, depuis l'expédition de César, Nanteuil fut l'une des plus riches propriétés des Romains dans la Gaule. Clovis donna la terre de Nanteuil à un de ses officiers généraux nommé Chagnyric. Le petit-fils de Chagnyric, connu sous le nom de Valbert, embrassa la vie dynastique vers 625. Il se retira dans le monastère de Luxeuil, dont il devint l'abbé et auquel il donna, entre autres, les terres de Nanteuil. Il fit aussi plusieurs fondations pieuses dans l'étendue de la forêt de Brie. Ces donations ont été les premiers démembrements de la terre de Nanteuil, à l'origine de plusieurs communautés religieuses devenues considérables par la suite. Valbert mourut en 665 et fut canonisé aussitôt après sa mort. Son culte se répandit peu à peu, en peu de temps, dans la Brie et le Valois. Mais cette légende de Saint-Valbert est discutable du fait qu'elle aurait pu avoir lieu aussi bien à Nanteuil-le-Haudouin que Nanteuil-les-Maux. La terre de Nanteuil est tombée dans l'escarcelle de la famille de Breteuil au Xe siècle au moins. Hilduin de Breteuil est le père d'Adèle ou Alix qui épousa le puissant comte de Crépy-en-Valois Raoul II.
Elle apporte en dot la terre de Nanteuil qui intègre le Valois et il se dit que c'est depuis ce temps que pour le différencier des autres Nanteuil, le village se fait appeler le Haudouin en hommage au comte de Breteuil. De l'union de Raoul II et Adèle naquit 2 fils, Raoul qui hérite du Valois et Thibaut qui hérita du comté de Nanteuil. Seul survivant des 3 enfants de Thibaut, Adam, surnommé le Riche, devient le seigneur de Nanteuil qui est peut-être à l'initiative de la venue des Clunisiens. S'ensuivra une lignée de seigneurs de Nanteuil qui s'éteindra au XIVe siècle. La dernière descendante de cette famille, Alix de Nanteuil, épouse Pierre de Passy. Ce domaine devient donc la possession des seigneurs de Passy en Valois. Au commencement du XVe siècle, et pendant que les Passy possédaient Nanteuil, le Valois fut ravagé par les guerres des ducs de Bourgogne et d'Orléans. En 1416, à l'époque où le village de Chèvreville avait brûlé, Nanteuil fut mis à sac par les Bourguignons et Louis de Passy, seigneur du lieu, n'obtint la vie sauve qu'après avoir solennellement renoncé au parti des Armagnacs. Le pays fut entièrement ravagé et la population rurale exterminée. En 1525, un mariage fit passer cette propriété dans les mains de Henri de Lenoncourt, issu d'une ancienne famille de Lorraine. Celui-ci, qui jouissait d'une grande fortune, fit rebâtir le château de Nanteuil sur le plan le plus vaste. Dès que les constructions furent terminées, François Ier vint plusieurs fois à Nanteuil accompagné de la comtesse d'Estampes, parente de Lenoncourt qu'elle soutenait de son crédit. Le domaine de Nanteuil fut érigé en comté à sa sollicitation le 26 novembre 1543, il comprenait alors 54 fiefs. Depuis ce moment, François Ier vint souvent à Nanteuil et plusieurs actes de son règne sont datés de ce lieu. En 1556, le domaine fut vendu à François de Lorraine, duc de Guise, moyennant la somme de 60 000 livres, ce qui remboursait à peine la veuve de Henri Lenoncourt des embellissements que son mari avait ajoutés au château. Pendant les premières années du règne de Charles IX, les Guises, n'ayant pu retrouver leur ancien crédit, formèrent pour contrebalancer l'autorité de la cour une association connue sous le nom de Triumvirat, composée du duc de Guise, du connétable de Montmorency et du maréchal de Saint-André. Le bourg de Nanteuil procura des facilités à cette association par sa proximité de Chantilly, alors habitée par le connétable de Montmorency. Les relations des 3 chefs étaient continuelles et devinrent intimes lorsque le duc de Guise, quittant la cour, se retira à Nanteuil après que la reine-mère eut accordé des avantages aux Huguenots. Vers 1562, il y convoqua une assemblée solennelle composée de toutes les personnes distinguées qui tenaient à la religion catholique. À la suite de cette assemblée, dans laquelle furent fomentées les fureurs de la guerre civile, le duc de Guise, chef du triumvirat, partit brusquement de Nanteuil et fit dans Paris une entrée fastueuse qui dévoila son ambition en insultant l'autorité royale. Après la mort du duc, assassiné devant Orléans, Henri de Lorraine, son fils, encore en bas âge, hérita du comté de Nanteuil, au chef-lieu duquel les Guises continuèrent de tenir plusieurs assemblées du parti catholique. Le roi voulant plus tard mettre un terme à ces réunions, Henri de Lorraine, devenu célèbre sous le nom de Guise le Balafré, reçut secrètement l'ordre de vendre ou d'échanger le comté de Nanteuil. Il le remit dès l'an 1576 avec prière d'en disposer au roi qui la garda pendant 2 ans et la donna ensuite au maréchal Gaspard de Schönberg, officier allemand attiré en France par Charles IX. Les fils et petits-fils de celui-ci, l'un et l'autre aussi maréchal de France, conservèrent et embellirent le domaine qui fut vendu en 1658 au maréchal d'Estrées, de la maison duquel il passa dans le domaine des Bourbons-Condé qui le posséda jusqu'à la Révolution. La période révolutionnaire fut assez difficile et la famine a menacé Nanteuil durant la première année. Le château appartenant au prince de Condé est vendu comme bien national et démoli. Pour la Première Guerre mondiale, Nanteuil fut occupé par les Allemands dès le 2 septembre jusqu'au 6 septembre 1914. C'est à ce moment qu'est survenu l'un des épisodes de la guerre 14-18 les plus marquants de Nanteuil. L'arrivée, le 8 septembre au matin, de 1000 taxis réquisitionnés par le général Gallieni à Paris 2 jours plus tôt pour transporter les renforts envoyés de Paris, les célèbres taxis de la Marne. En 1940, durant la campagne de France, Nanteuil-le-Haudouin a été bombardé. Rue Gambetta, sur la maison qu'il avait habitée, une plaque rappelle la mémoire de Jules Dubrul, conseiller municipal communiste, déchu de son mandat en février 1940. Arrêté le 16 juillet 1941, interné à Royal-Lieu, il fut déporté le 6 juillet 1942 et mourut le 4 septembre suivant au camp de Birkenau. Une rue de la commune porte également son nom.
Sur une maison de la place de la République, une plaque est dédiée à Gilbert Chevance, résistant, déporté et mort le 27 janvier 1944 à Sonnenburg. Sur le mur du bar tabac de la place de la République, où il avait vécu, une plaque rappelle aussi que Marcel Richy fut abattu par les Allemands le 25 août 1944. À côté de la porte d'entrée de la gare est fixée une autre plaque qui rend hommage à Vigogne Léandre, agent de la SNCF, mort durant la Seconde Guerre. Voilà ce que l'on peut dire en résumé de l'histoire de Nanteuil. Allons découvrir maintenant l'église de Nanteuil-le-Haudouin. De l'église, le portail a été classé au monument historique en 1908 et le reste inscrit en 1966. L'église Saint-Pierre est une église très particulière car elle est une des rares églises fortifiées de la région et cela se traduit par sa façade accompagnée de ses 2 tourelles octogonales. Cette façade est vraiment incroyable et donne un aspect de château à cet édifice. De plus, il faut souligner ses formes rectangulaires et non arrondies comme on en voit à chaque village en général. Cet édifice date de la fin du XIIe siècle et se compose d'une nef de 4 travées avec bas-côtés, d'un transept non débordant, d'un chœur et d'un chevet plat et de 2 chapelles plus tardives. Le chœur et le transept ont largement été repris au XVIIIe siècle. L'édifice est robuste et austère et ne contient pratiquement pas de décoration extérieure. 2 portails donnent accès à l'intérieur. Le portail occidental paré de ces 2 tourelles est assez simple et garni de 3 archivoltes et est surmonté d'une fenêtre du même style, alors que le portail sud en comporte 6. Les contreforts sont très peu saillants au sud et inégaux au nord. Les fenêtres qui existaient encore avant la Deuxième Guerre mondiale ont été soufflées par un bombardement et murées comme on peut le voir. Le clocher est en charpente et couvert d'ardoises. L'extérieur de cette église est vraiment surprenante. Et l'intérieur l'est tout autant. Cette église Saint-Pierre a été totalement restaurée, peinture, sol, tribune d'orgue par les bénévoles de l'association pour la sauvegarde de l'église de Nanteuil-le-Haudouin. Et ils ont vraiment fait un travail admirable. D'ailleurs, je remercie infiniment M. Prévost ainsi que M. Drancy pour leur accueil et de m'avoir accompagné dans la découverte de cette magnifique église. L'édifice se compose donc d'une nef de 4 travées avec bas-côtés, d'un transept de travées non débordant, d'un chœur à chevet plat et de 2 chapelles latérales du chœur. Toute l'église est voûtée d'ogives avec de belles peintures et offre de belles couleurs. La nef et les bas-côtés sont garnis de bancs fermés où l'on voit encore quelques noms d'anciens paroissiens. La nef est très haute et majestueuse et magnifiquement décorée. Une allée transversale sépare la nef du transept et dans la croisée du transept, on peut voir les stalles longitudinales qui forment un très bel ensemble. Le maître-autel, lui, est assez simple et les 2 chapelles contiennent un autel et de belles décorations. On peut voir aussi les traces des anciennes fenêtres du chevet et des chapelles qui ont été soufflées en 1940. Face au chevet, la tribune d'orgue est elle aussi magnifique. Là encore, la tribune et l'orgue ont été restaurés par l'association. La balustrade et l'orgue forment un ensemble vraiment très beau. On peut voir aussi de beaux fonds baptismaux, un confessionnal et de nombreuses statues dont je vous laisse profiter un peu. Avant de quitter cette église, je vous rappelle qu'elle est, comme quelques autres églises de la région, ouverte tous les premiers samedis du mois. Et que je vous conseille d'aller découvrir cette merveille et illustration des travaux effectués dans cette église pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Encore un immense bravo et merci à l'association de sauvegarde. 2 monuments aux morts se trouvent dans le cimetière. Le premier pour la guerre de 1870-71, le deuxième pour les guerres de 14-18 et 39-45 avec quelques tombes de soldats de la Première Guerre.
Il y a 5 croix de chemin sur le territoire de Nanteuil, une à la croisée des routes vers Ognes et Chèvreville, une autre vers la D922 en direction de Baie, une autre à l'angle de la rue Beauregard et de l'allée des Moulins, une autre à l'angle de la rue de la Croix au Loup et de la rue du Moulin Ferry, et la dernière bien cachée entre les arbres au rond-point des taxis de la Marne. Et si ce rond-point porte ce nom, c'est pour la grande plaque de pierre sur le sol où a été gravé ceci. Ici, le 7 septembre 1914, les taxis parisiens réquisitionnés par le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, ont amené les renforts qui ont permis à l'armée française de remporter la victoire de la Marne. Cette manœuvre décisive a pris le nom de l'épopée des taxis de la Marne. Je vous rappelle que vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire et les monuments de Nanteuil-le-Haudouin et de ses environs avec les publications de Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin disponibles sur leur site internet et leur Facebook. Justement, le premier de ces monuments, disparu depuis la Révolution, est en train de renaître grâce au projet château de cette association. Pour compléter cette vidéo, je vous conseille donc la visite virtuelle de ce magnifique château tel qu'il était au XVIIIe siècle sur le site et de vous promener près de la médiathèque où se trouvent des panneaux explicatifs avec QR code qui vous plongeront virtuellement au cœur de ce château. Le premier château de Nanteuil fut ruiné en 1416 sous loi de Passy. Sa construction était attribuée à Philippe Ier de Nanteuil et à son fils, de même que la chapelle du château datant de 1215. Fièrement dressé sur les hauteurs de Nanteuil, le château médiéval, ruiné par la guerre de Cent Ans, a été rebâti à la Renaissance. Ayant toujours appartenu à de grandes familles proches de la couronne, il est vendu et démoli en 1794. L'emprise du château et de ses jardins s'étendait sur environ 30 hectares. Les jardins étaient composés d'un jardin haut avec un bassin octogonal, un parc arboré derrière la galerie, un verger et des prés en contrebas de la terrasse et d'un jardin bas près du prieuré, le long de la Lonnette où était entretenu un potager. Dans la seconde partie du XVIe, il fut acheté par François Ier de Lorraine, second duc de Guise, dont on peut considérer qu'il gouverna la France sous le règne de François II. Nanteuil devint alors un lieu de rendez-vous discret des ligueurs et de leur chef Henri, Ier, troisième duc de Guise, dit le Balafré. Par la suite, le château appartient aux Schomberg, fidèles serviteurs des rois Henri III et Henri IV, et à cette famille succéda celle d'Estray. En 1658, François Hannibal, grand maréchal et frère de Gabrielle, une des favorites de Vergalan, Henri IV, acheta le domaine. Le 23 mars 1747, le prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé devint le dernier seigneur de Nanteuil-le-Haudouin, le château n'étant plus alors qu'un rendez-vous de chasse. À la Révolution, il fut vendu comme bien national. Si les communs étaient encore bien conservés, les fossés furent comblés et les tours démontées comme l'exigeaient les conditions de la vente. De nos jours, les sous-sols conservent une partie des caves qui sont d'ailleurs en cours de déblaiement. Il reste tout de même 2 pavillons que l'on peut voir sur ce plan. En face se trouvait le prieuré clunisien Notre-Dame de Saint-Babylas. Il fut fondé vers l'an 900 par les anciens seigneurs du nom de Nanteuil. Les fondateurs donnèrent à l'abbaye son enclos, la justice du lieu et des terres constituant le fonds de l'abbaye. Sous l'impulsion de l'abbé de Cluny-Saint-Hugues, le prieuré de Nanteuil fut rattaché à l'ordre de Cluny en 1095. En 1129, il y avait au prieuré un abbé, un trésorier, un prévôt et 12 religieux. L'église du prieuré, construite vers l'an 1000, était placée sous le vocable de Notre-Dame et renfermait les reliques de Saint Babylas que l'on portait en grande solennité le 24 janvier pour se protéger du tonnerre. 2 tours formaient le clocher, la tour Saint-Jean et la tour Saint-Babylas, qui renfermaient 2 cloches chacune, d'un son tout particulier tant elles étaient hautes. La situation prospère des XIIe et XIIIe siècles va se maintenir jusqu'à la guerre de Cent Ans, où il n'aura plus que 4 moines en 1380. À partir de 1450, le prieuré connaît un redressement économique qui entraîne une augmentation des effectifs. L'abbaye se maintiendra par la suite, mais la Révolution aura raison d'elle. Lors de fouilles menées dans les années 1985-1988, il a été possible de retrouver 26 sépultures de membres de familles seigneuriales de Nanteuil. De nos jours, on peut voir comme vestige de ce prieuré quelques arcades qui devaient passer du chœur au cloître et au bâtiment conventuel. Et si vous vous baladez dans la rue des Eaux Sauvages, vous verrez peut-être insérés dans les murs des blocs de pierre taillés provenant de l'abbaye et peut-être aussi du château. Il y a même ce que l'on peut deviner être une tête sculptée.
Nanteuil-le-Haudouin avait un hôtel-dieu autrefois qui fut fondé en 1215 par Philippe Ier de Nanteuil et achevé par son fils Philippe II. Il fut incendié en 1553 et reconstruit en 1616 en face du nouveau cimetière par Jeanne Castagnier, femme de Gaspard de Schönberg. Les bâtiments, détruits par la Révolution, furent rachetés en 1817 par Monsieur le maire, qui les rendit à leur première destination. Une partie du local fut occupée par les sœurs de Saint-Joseph, qui donnèrent des soins à domicile aux malades indigents et élevèrent les jeunes filles pauvres. Une autre partie fut réservée à l'école des garçons. Passons à un autre monument religieux de Nanteuil, la chapelle des Marais. Bâtie à proximité d'une source, dont le site était déjà occupé à l'époque gauloise, la petite chapelle Notre-Dame des Marais a pour origine un oratoire fondé en 1202 par Godefroy de Nanteuil et sa femme Agnès. Dépendant dès le début des religieux de Notre-Dame de Juilly, elle portera par la suite le titre de prieuré et passera en 1777 dans la possession des bénédictins de Notre-Dame de Nanteuil. En ruine à la Révolution, elle sera reconstruite en 1821. Sans intérêt à l'intérieur, elle comprend une petite nef et un chœur à chevet plat soigneusement restaurés, mais dénués de tout caractère architectural. Le bâtiment a été sauvé de la ruine en 1980 et la sacristie refaite en 1982. De nos jours, elle reste un très joli petit édifice dans un cadre vraiment sympathique et agréable. Rue de Paris, face à la ruelle Bringante, se trouve une grande borne avec encore gravé, à demi effacé, le chiffre 25. Cette borne est tout comme à Gondreville une borne Truden qui indiquait aux carrosses la distance à parcourir avant Paris et plus précisément Notre-Dame. En l'occurrence ici 25 toises. La toise étant équivalente à 1950 mètres, Nanteuil se trouve donc à environ 50 km de Paris, et plus exactement de Notre-Dame. La borne suivante, indiquant 24 toises, se trouve aussi sur le territoire de Nanteuil, sur la Nationale 2. Un autre élément intéressant se trouve au nord-ouest de Nanteuil, c'est le Vieux Pont ou Pont romain. Il est certainement médiéval, c'est un pont bonde pour l'étang du Seigneur qui fut cédé plus tard aux moines. Il est possible que ce pont ait été rebâti par les moines clunisiens vers 1386 afin de réguler l'eau de la Nonette pour la reproduction des carpes, principale alimentation de ces derniers. N'oublions pas, au bout de l'impasse du Lavoir, le double lavoir de Nanteuil qui côtoie la Nonette, cette petite rivière qui, de sa source non loin de Nanteuil, parcourt 40 km avant de se jeter dans l'Oise à Gouvieux. Voilà ce que l'on peut dire sur le patrimoine de Nanteuil. Retournons maintenant dans les rues du village. Il y a une chose à Nanteuil qui m'a un peu amusé. J'ai essayé d'imaginer comment était le Nanteuil-le-Haudouin avant la Nationale 2. Et c'est amusant d'imaginer que la rue de Crépy rejoignait en fait la chapelle des Marais, à l'endroit où passe maintenant ce tunnel. Et que dire de la gare qui était déjà isolée mais qui, désormais, se trouve coupée du village par la Nationale 2. Passons maintenant à ses infrastructures. Une partie de Nanteuil comprenant la chapelle des Marais fait partie du parc naturel régional Pays de France, le PNR. Nanteuil-le-Haudouin est jumelé avec la commune de Altdorf dans le sud de l'Allemagne. Le bourg accueille une cinquantaine de commerces, boulangerie, bar tabac, coiffeur, fleuriste, institut de beauté, restauration rapide et le restaurant Le Croc du Lion. Il y a aussi une supérette dans le centre-bourg et le supermarché qui a récemment aménagé dans un nouveau local près de la Nationale 2. On y trouve aussi un bureau de poste, auto-école et quelques banques et agences immobilières. Pour la santé, le groupe médical des Tilleuls accueille médecins généralistes et le centre paramédical André Tutru accueille infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathes, etc. La très belle maison de retraite, l'EHPAD du Beauregard, se trouve aussi à l'est et est en fait l'ancien hôpital de Nanteuil que l'on voit ici. Et l'on trouve bien sûr dans le centre-bourg une pharmacie et un opticien au centre commercial. La commune accueille aussi un marché mensuel tous les premiers dimanches. Il y a aussi une vingtaine d'entreprises principalement situées à l'est de Nanteuil, le long, là aussi, de la Nationale 2 et quelques artisans.
La commune compte encore 3 fermes en activité. Pour l'école, la commune possède le groupe scolaire Maurice Chevance qui est composé de 6 classes de maternelle et de 13 classes élémentaires avec la cantine et le périscolaire. Pour les plus grands, le collège Guillaume Calle où officie monsieur Régis Moreau, président de l'association d'histoire et archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, que je salue. Près du groupe scolaire Maurice Chevance se trouve le très beau parc de l'école, accessible aux personnes à mobilité réduite, belle initiative, qui comprend plusieurs parcs de jeux, de belles promenades à faire et qui est vraiment très sympathique. Un autre parc, le parc des Amours, se trouve au sud du bourg près des nouveaux lotissements et vous invite à une promenade romantique ou entre amis. Pour le sport, la commune dispose du gymnase Marcel Villiot qui appartient à la CCPV, qui se trouve à côté du collège et accueille plusieurs associations sportives. On trouve aussi dans la commune un très beau et grand boulodrome, un jeu d'arc et bien sûr le stade municipal près de la chapelle des Marais. Il y a au nord, près du gigantesque château d'eau, un espace de street workout pour les sportifs. Il y a 2 city-stades à Nanteuil, le premier qui se trouve rue du Moulin-Ferry avec un petit jardin d'enfants à côté et l'autre est rue du Bois-Fournier avec là aussi un petit parc rue Arthur Rimbaud. Le jeu d'arc existe depuis 1696 et a organisé 2 bouquets provinciaux en 1911 et 1980 et compte près de 80 licenciés. C'est l'un des 3 plus importants des Hauts-de-France. Il y a aussi un poney club qui se trouve à l'emplacement des jardins de l'ancien château de Nanteuil-le-Haudouin. Ce centre vous accueille pour de belles balades à poney, pour des leçons d'équitation à partir de 3 ans et pour les compétitions. Avec 10 hectares de pâturage, c'est le plus grand centre équestre de la région. Et l'on peut aussi faire une balade en calèche qui séduira petits et grands, j'en suis sûr. La municipalité propose une vingtaine d'animations dans l'année comme le carnaval en avril, les feux de la Saint-Jean en juin, la course à pied la Nanteuillaise, la fête patronale en septembre et un village de Noël en décembre. Le bourg compte une trentaine d'associations sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité et une médiathèque municipale, ainsi que le centre socio-culturel Les Portes du Valois. La sécurité est assurée par la police municipale, la gendarmerie et un centre de secours situé dans la zone d'activité. La gare de Nanteuil-le-Haudouin est à l'est du bourg sur la ligne SNCF Paris-Laon. Pour finir, je vous emmène quelques instants sous la rue Gambetta dans ce petit tunnel d'écoulement. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce chef-lieu de canton qui possède une histoire riche, des monuments très intéressants et ce qu'il faut comme commerce pour en faire un bourg attractif. Nanteuil-le-Haudouin offre un cadre paisible et campagnard tout en étant un pôle logistique important à quelques minutes de Paris. Il se peut que j'ai oublié de parler de certains éléments de la vie de la commune et si c'est le cas, je m'en excuse. Je remercie infiniment Monsieur Cellier, maire de Nanteuil, Madame Annereau, adjointe, et Madame Brion, responsable du service animation de la mairie, pour leur accueil et leur aide. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo, en particulier Monsieur Moreau et Monsieur Bartier de l'association Istea. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un canton de l'Oise, celui de Pont-Sainte-Maxence. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Nanteuil-le-Haudouin.